Merci Je vous Anne-Christine. laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, en effet, on va aujourd'hui parler des émotions. Un petit point sur l'organisation du webinaire avant ça. On vous a en effet demandé à tous de bien vouloir couper vos micros pour pas que ça fasse trop de fonds sonores compliqués à gérer. Mais bien entendu, si vous avez besoin de nous couper la parole pour poser une question ou pour intervenir, vous n'hésitez Ah, alors Gwen, on t'entend plus Gwen. Oui. Ouais. Alors pourquoi j'ai un… Ah. Attends, je vais l'appeler. Anne-Christine m'a coupé. Non, on t'entend pas. Voilà. Ah, vous m'entendez? Ton internet a coupé, tu peux reprendre. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ma connexion est ce qu'elle est. Donc, il se peut que je sois coupée. N'hésitez pas dans ce cas-là à me dire à quel moment j'ai été coupée, que je puisse reprendre mon discours si nécessaire. Très bien. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'émotions clients et de sortie de crise et de comment adapter son accueil. Les émotions, c'est des choses dont on parle assez régulièrement en formation. Mais voilà, la sortie de crise va peut-être changer les choses et on va essayer de voir comment, en tout cas au moins, à défaut d'apporter toutes les solutions, au moins d'essayer de se poser les bonnes questions. Voilà un petit peu le plan de notre intervention d'aujourd'hui. On va déjà définir ce qu'est une émotion, quel est l'intérêt de les comprendre, et puis une présentation de ce qu'on appelle les 6 émotions fondamentales, la peur, le dégoût, la tristesse, la colère, la surprise et la joie. Et on va essayer de voir comment, en sortie de crise, ces émotions peuvent être un petit peu exacerbées par les événements qu'on aura tous vécus. Et à ce moment-là, Maxime et Charlotte feront aussi un petit parallèle par rapport à ce qui se passe pour les personnes à besoins spécifiques notamment. Et en effet, comment en sortie de crise, on va tous devenir des personnes à besoins spécifiques dans la gestion de nos émotions. Et puis pour finir, on verra comment réagir en tant qu'accueillant face à ces émotions visiteurs exacerbées. Et puis aussi comment gérer soi ces émotions, parce que c'est aussi important de savoir gérer ses émotions autant que de gérer celles des autres, bien entendu. Pour votre information, on a aussi créé un petit Padlet qu'on vous présentera en fin d'intervention, sur lequel vous retrouverez la présentation d'aujourd'hui et aussi quelques exercices, un test de quotient émotionnel si ça vous intéresse de le faire. Enfin, voilà, plein de petites choses qui vous permettront de continuer après la présentation d'aujourd'hui sur les questions des émotions. Donc, pas de panique, hein. Anne-Christine vous enverra un mail, je pense, dans l'après-midi ou demain, c'est ça Anne-Christine? Et vous retrouverez l'adresse, le mot de passe, etc. si vous n'avez pas le temps de le noter tout de suite. C'est bien ça? Exactement ça, Gwen, pas de souci. Alors, pour commencer, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment est-ce que c'est défini? Donc là, c'est la définition du dictionnaire, hein, tout simplement. Donc, c'est une réaction passagère d'intensité variable qui va se déclencher en réaction à un événement et qui traduit un ressenti. Donc, une émotion, on la vit quand il se passe un événement et ça va traduire ce qu'on ressent. Donc, derrière chaque émotion, il y a en effet un ressenti, mais ce ressenti exprime en général un besoin d'intensité plus ou moins importante et un besoin plus ou moins impérieux à remplir aussi. Comment ça naît une émotion dans notre cerveau? Donc, il y a 2 théories. La plus ancienne, c'est celle de James Lange, qui dit que l'émotion est la résultante des réactions de notre corps. Par exemple, je suis triste parce que je pleure. Ou le petit dessin d'à côté, je vois un serpent. Mon expression, ça va être une réponse viscérale qui va générer l'émotion de peur.
Et la deuxième théorie qui dit l'inverse, qui dit qu'on vit d'abord l'émotion et qu'ensuite, ça a un effet physiologique et donc une réaction physiologique. Je pleure parce que je suis triste. Je n'ai pas trouvé de réponse tranchée sur laquelle des deux est la plus juste et laquelle des deux existe réellement. Il semble que les deux puissent exister de façon parallèle et qu'en effet, plus on pleure, plus on va renforcer sa tristesse, mais plus on est triste, plus on pleure aussi. Et donc, du coup, les deux s'enchaînent et il y a une réponse définitive à laquelle des deux est la plus juste aujourd'hui. Comment ça voyage une émotion? Donc, on l'a vu, on vit un stimulus, on voit un serpent, il se passe un événement tragique, etc. Dans la perception qu'on va en avoir, on va avoir un besoin qui va s'exprimer par un message qui est une émotion. Par exemple, voilà, en effet, je vois un serpent, mon besoin, ça va être de me mettre en sécurité, et donc le message, mon émotion va être la peur. Et le message qui va passer, c'est j'ai un besoin de sécurité. Mon signal physiologique, il peut être différent en fonction de qui je suis et de comment je réagis à la peur. Je peux me figer, je peux m'en aller en courant, je peux crier, je peux au contraire essayer de combattre cette peur. Ça dépend vraiment des personnes. Et donc en face, en effet, on va avoir, dans le contexte tourisme dont nous parlons aujourd'hui, des accueillants qui vont recevoir ce message, mais ils vont le recevoir sous forme d'émotion, de quelqu'un qui pleure, qui crie, qui n'arrive plus à parler, etc. Et donc, il va falloir analyser ce message, le comprendre et être en mesure d'apporter une réponse adaptée et donc pas confondre l'émotion vécue par le visiteur et donc son besoin. Ça va jusqu'ici ? J'ai l'impression que oui. Donc, à quoi servent les émotions ? Les émotions vont indiquer l'état de satisfaction des besoins psychiques. Nos cinq sens nous permettent d'indiquer l'état de satisfaction de nos besoins physiologiques. J'ai faim, j'ai plus faim, j'ai froid, j'ai plus froid, etc. Il y a trop de bruit. Voilà. Donc, vraiment, ce que va vivre mon corps et ce dont va avoir besoin mon corps. Les émotions, c'est ce dont va avoir besoin votre cerveau. Donc, il y a une théorie qui dit qu'on a 3 cerveaux. Le premier est donc le cerveau dit reptilien qui gère l'instinct de survie. Il a, lui, besoin qu'on soit en sécurité. Et on aura l'occasion d'en reparler jeudi quand on parlera des besoins. Lorsque on n'est pas en sécurité, lorsqu'il y a quelque chose qui nous bloque de ce point de vue-là, notre instinct de survie entre en jeu et notre cerveau reptilien prend le pas sur tout le reste. Donc, on n'est plus forcément en mesure de réfléchir, on n'est plus forcément en mesure de vivre d'autres émotions. On a un seul objectif, c'est survivre, et donc ça bloque tout le reste. Donc, le besoin de sécurité, il est vraiment particulièrement important parce qu'il permet, une fois qu'il est rempli, à notre cerveau de vivre tout le reste de ce qu'il peut vivre et d'exprimer toutes les capacités qu'il peut exprimer. Le deuxième, c'est le cerveau limbique et c'est celui-là qui est le siège des émotions et de la mémoire. Pour pouvoir se mettre en forme de marche, pour pouvoir se mettre en route, il a besoin que le besoin de sécurité du cerveau reptilien soit rempli. Et lui, il permet de se mettre en mode actif parce qu'on vit des émotions et que les émotions nous mettent en mode action. C'est aussi le cerveau qui est le siège de la mémoire, ce qui fait donc que les émotions et la mémoire sont très liées. Plus on vit des émotions fortes, plus ça impacte notre mémoire et plus on engrange la mémoire de ces moments émotionnellement très forts.
Généralement, ce dont on se souvient mieux, c'est des événements où on a vécu des choses assez fortes et où nos émotions étaient exacerbées, quelle que soit l'émotion d'ailleurs. Et enfin, le dernier, le cortex ou le néocortex, qui est le cerveau des échanges, de la compréhension, celui de la logique, celui qui active aussi les sens et celui qui va gérer les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc, en effet, pour que celui-là puisse se mettre en route, et donc pour que l'on puisse avoir ces échanges avec les personnes qui sont avec nous, il faut que les émotions soient gérées et ne prennent pas le pas sur tout le reste. Et il faut bien sûr que le besoin de sécurité du cerveau reptilien soit rempli et donc on se sente assez à l'aise pour pouvoir vivre tout le reste. Celui-là, c'est un passage finalement assez important et je pense que c'est aussi une bonne introduction sur les besoins dont on parlera plus précisément jeudi, parce qu'en effet, le cerveau reptilien peut bloquer tout le reste si le sentiment de sécurité n'est pas là. Et en effet, en sortie de crise sanitaire notamment, qui est quand même un danger un peu invisible, ce besoin de sécurité est quand même particulièrement fort et donc très important de pouvoir le remplir. On aura l'occasion d'en parler. Comment est-ce qu'on rebondit sur une émotion et donc quel est l'intérêt de la comprendre et de l'identifier? Donc en effet, la première étape, c'est d'identifier un comportement qu'on va dire réflexe, type des pleurs, des grands rires, un visage tout rouge de colère, une mâchoire crispée, etc. Et donc d'être capable de se dire, cette personne-là a peur, est triste, est en colère, vit une joie intense, et donc de comprendre le message qu'il y a derrière cette émotion et le besoin, et d'apporter une réponse au besoin. Parce que finalement, ce qui a besoin d'une réponse, ce n'est pas l'émotion. L'émotion, elle n'a pas besoin qu'on y réponde. En revanche, le besoin qu'il y a derrière, lui, il appelle une réponse. Et c'est à ce besoin qu'il faut être capable de répondre. Donc, on va voir quelles sont les 6 grandes émotions fondamentales. Après, il y a plein d'intensités différentes de chacune de ces émotions. Mais dans l'ensemble, dans les modèles qui sont proposés, généralement, il y en a 5 ou 6 grandes émotions derrière lesquelles on peut mettre toutes les intensités possibles. Et donc, on va essayer de voir quels sont à chaque fois le besoin, le message derrière chacune de ces émotions. Donc, les 6 grandes émotions fondamentales, les voilà: la joie, la peur, la surprise, la colère, le dégoût et la tristesse. On va commencer de façon un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, je présente souvent la joie en premier parce que c'est quand même une émotion assez sympathique. Mais au vu des circonstances, on va commencer par la peur. Parce qu'en effet, la peur risque fort d'être l'émotion qui va sûrement être la plus importante et la plus impactante au moment où on va sortir de cette crise. C'est une émotion qui exprime l'anticipation face à une menace. C'est aussi la première émotion qu'on associe au stress. Son déclencheur, c'est un danger, que le danger soit réel ou non, soit visible ou invisible. Et on l'a vu juste avant, quand elle est trop forte, elle bloque parce que c'est le cerveau reptilien qui prend le dessus et qui dit mode survie. Et le mode survie, il ne permet pas forcément tous les échanges, il ne permet pas forcément de vivre des moments heureux parce qu'on est touriste et parce qu'on visite une destination fantastique qu'est la nôtre. Donc, c'est vrai que la peur risque d'être une émotion qu'il va falloir gérer de façon importante et de façon bien réfléchie en sortie de crise. Les comportements réflexes face à la peur, il y en a 3. C'est soit on s'enfuit, soit on combat, soit on est tétanisé, immobilisé par cette peur qui nous saisit. Là, ça dépend vraiment et des gens et des situations. Donc, voilà, en fonction des phobies de chacun, on est tétanisé ou pas face à certaines situations.
on les combat ou on les fuit en fonction du caractère de chacun et en fonction de la situation. C'est vrai que le danger invisible, celui qu'on vit aujourd'hui, est toujours un petit peu plus, génère un sentiment de peur un peu plus important, parce qu'en effet, on ne peut pas définir et on ne peut pas voir ce qui nous fait peur. Quand on voit ce qui nous fait peur, c'est plus facile de le combattre. Quand on ne le voit pas, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, le message qu'envoie la peur, c'est de dire attention, il y a un danger ou il y a quelque chose d'inconnu face à moi. Et les besoins à satisfaire face à cette peur, c'est de trouver une protection, des explications, un côté actuel, en tout cas, essayer de voir ce qui nous fait peur, ce qui est un petit peu compliqué aujourd'hui. Et puis, en sortie de crise, qu'est-ce qu'on pourra peut-être faire? Alors voilà, à défaut de solutions, ce sont au moins des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place pour essayer de rassurer les personnes qui seront sorties à la fin de ce moment compliqué. Ben, c'est de donner des informations les plus précises possibles pour rassurer, de prévoir bien sûr dans tous vos lieux d'accueil le respect des distances de sécurité, même si on se doute bien que ça va être quelque chose de particulièrement complexe à mettre en place, de particulièrement gênant peut-être aussi en fonction des situations de vos espaces d'accueil, de pas pratique du tout. On peut imaginer du marquage au sol ou d'autres dispositifs pour bien montrer ces distances de sécurité. Avoir bien sûr du matériel. Aujourd'hui, on parle beaucoup des masques, du gel hydroalcoolique, etc., pour rassurer les gens aussi. Et puis, finalement, la présence de comptoirs ou de bureaux d'accueil qui ces derniers temps, était parce que ça mettait une distance entre la personne que l'on accueillait et les personnels d'accueil. Ben, aujourd'hui, finalement, ça va peut-être être des éléments rassurants parce qu'ils vont pouvoir mettre une distanciation entre les personnes. Donc, en effet, on va se retrouver face à une situation où il va falloir rassurer les gens et donc disposer à minima d'informations et en tout cas d'informations précises. C'est en effet une émotion qui sera exacerbée par la crise. C'est ce qu'on peut observer aussi chez certaines personnes à besoins spécifiques. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Maxime. Oui, donc voilà, donc là on va faire un court aparté justement sur les touristes à besoins spécifiques. Donc en petit rappel pour tout le monde, en fait, ce qu'on considère comme personnes à besoins spécifiques, ça va être les personnes qui sont touchées par les quatre grandes familles de handicap, que sont le handicap mental, physique, auditif et visuel. Mais à cela, on rajoute toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, vont être confrontées à une situation de handicap. Ça peut être les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants en bas âge, les touristes qui viennent en groupe et donc du coup qui vont arriver avec leurs grosses valises et qui donc vont être confrontés à un handicap moteur. Donc on parle de toutes ces personnes-là et donc c'est ça quand on va parler de touristes à besoins spécifiques. Donc, concernant la peur, donc la peur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est omniprésente pour tous ces touristes à besoins spécifiques et notamment pour les personnes en situation de handicap, puisqu'ils sont dans la majorité en train d'évoluer dans un environnement qui n'est pas adapté ou pas assez, du moins à leurs besoins. On parle d'ailleurs d'être en situation de handicap. Aujourd'hui, on ne parle plus d'être handicapé, on parle d'être en situation de handicap, ce qui signifie que c'est l'environnement proche de ces personnes qui, lui, n'est pas adapté à leurs besoins. Si l'environnement proche était adapté, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas de problème, eh ben, on ne parlerait plus de handicap. Voilà, donc ça concernera tous les types d'émotions. Donc voilà, donc c'est tout cet environnement qui apporte du stress à ces personnes à besoins spécifiques et donc des imprévus des imprévus à chaque étape de leur voyage, que ce soit par le même rêve du voyage, la planification du voyage, la réservation, l'expérience, le partage.
Et du coup, ces imprévus qui vont avoir lieu à chaque étape de ces voyages va créer un réel stress et donc une peur, une appréhension qu'il faudra gérer au mieux. Il y a 2 types de publics particuliers qui sont les touristes à besoins spécifiques avec un handicap mental et psychique qui vont être d'autant plus enclins à avoir peur. Pour la petite précision, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'on fait souvent, il y a souvent une confusion entre ce qu'est le handicap mental ou psychique. Le handicap mental, c'est la conséquence d'une déficience intellectuelle qui affecte donc les capacités d'apprentissage, de réflexion, de conceptualisation. Donc, on est donc sur une déficience intellectuelle, alors que le handicap psychique, quant à lui, c'est la conséquence de troubles psychiques. Ça peut être de la bipolarité, de la schizophrénie, des troubles dépressifs. C'est même troubles que aujourd'hui beaucoup de scientifiques disent qu'on va avoir énormément de personnes justement qui vont souffrir de ces troubles de dépression à la suite des confinements. Donc du coup, il faudra faire attention à tout cela. Et donc, pour finir, ce seront ça va être le manque de sécurité qui va être créé à la fin du déconfinement qui va exacerber ce sentiment de peur. Et donc, il faudra faire extrêmement attention avec ces publics-là. Voilà, je prends déjà un peu trop de temps, donc je vais te laisser reprendre la main. Ouais. Merci Maxime. Ce qu'on cherche surtout à vous montrer en faisant ces apartés, c'est finalement que les émotions, elles existent pour tout le monde et que celles qu'on va vivre en sortie de confinement, elles vont probablement être exacerbées par les moments un peu compliqués qu'on est en train de vivre. 2 mois chez soi, sans voir trop de monde, ça commence quand même à être assez compliqué. Et en effet, finalement, il y a des populations qui vivent ces émotions de façon exacerbée beaucoup plus quotidiennement que le reste de la population, et ce sont des personnes à besoins spécifiques. Et donc, on trouvait que le parallèle était assez intéressant finalement à faire pour vous dire aussi que si vous avez mis des choses en place pour accueillir plus spécifiquement ces touristes qui ont des besoins spécifiques au quotidien, et bien finalement, vous êtes peut-être déjà un petit peu préparé pour cette après-crise et sur comment faire et comment rassurer finalement les personnes. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions sur la peur, qu'on passe au dégoût. Et puis, de toute façon, on aura un temps d'échange et de parole à la fin de la présentation si vous voulez vous exprimer. Donc, le dégoût. Le dégoût, pourquoi on l'a choisi de le mettre en deuxième, c'est que finalement, ça se rapproche de la peur dans le sens que c'est aussi une émotion d'anticipation. Elle va permettre d'éviter des situations toxiques, que ce soit des situations toxiques, j'ai envie de dire physiques ou psychiques. Les déclencheurs du dégoût, ce sont des comportements nuisibles ou ces fameuses substances toxiques. Généralement, quand on arrive dans un lieu et qu'une odeur est particulièrement désagréable et nous dégoûte, les odeurs dégoûtantes sont rarement associées à des choses qui vont nous faire du bien. Donc, le comportement réflexe, c'est le rejet, l'évitement, un jugement moral s'il s'agit d'un comportement nuisible aussi. Il y a des comportements qui nous dégoûtent. Et le message, ça va être qu'il y a la présence de quelque chose qui est nocif pour nous. Que ce soit nocif, pour se répéter encore, que ce soit nocif physiquement ou nocif mentalement, psychiquement. Et le besoin, ça va être de se distancier de ce déclencheur. Donc, et c'est ce qui arrive finalement aujourd'hui avec ce coronavirus qui nous dégoûte et dont on veut se distancier le plus possible. Donc, en effet, au sortir de ce confinement, on va avoir besoin encore plus de se distancier de ce déclencheur avec la complexité que le déclencheur, on ne le voit pas. Et donc, du coup, distance de quoi c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui et qui va être compliqué à gérer en sortie de crise. Charlotte, tu m'as dit que tu voulais intervenir. Oui, tout à fait. Quelques précisions. Donc, je vais rebondir du coup sur la partie des besoins spécifiques. Effectivement, demain, votre mission, ce sera
de faire d'une certaine façon comme si de rien n'était, d'une part vis-à-vis des déficiences de certaines personnes que vous allez accueillir et d'autre part vis-à-vis de cette crise sanitaire, et cela pour permettre à tous vos visiteurs de vivre une expérience positive finalement. Donc les visiteurs en situation de handicap ont des besoins assez simples finalement et assez communs, notamment celui de s'exprimer, d'être écouté et plus que tout, le besoin d'être reconnu en tant que personne à part entière sans jamais être réduit à son handicap, ce qui serait pour le coup le comportement nuisible par définition pour ces gens-là. Donc ainsi, lorsqu'on va échanger avec nos visiteurs, il est essentiel bien sûr de le faire sur un même pied d'égalité et de faire en sorte que leurs différences et leurs déficiences s'effacent le temps d'un instant, en tout cas le temps de l'expérience touristique qu'ils vont vivre chez vous dans vos établissements respectifs. Donc cela en adoptant une posture adaptée ou en mettant à disposition des outils et des équipements adaptés. Donc demain, quand réouvriront vos établissements, vos touristes vont attendre plus que jamais, vont attendre de votre part des attentions bien spécifiques, à savoir du calme, très certainement de la patience, de l'empathie parfois, et un environnement non anxiogène. Et toutes ces compétences finalement et toutes ces dispositions satisferont vos visiteurs en situation de handicap et ceux qui pourront avoir développé demain de l'anxiété, du stress à la suite de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc pour finir sur ma petite aparté, n'oubliez pas que l'humain de toute façon va rester la clé pour assurer un accueil de qualité. C'est aussi le moyen de faire oublier les manquements de l'établissement en termes d'aménagement spécifique et d'équipements qui auraient pu être adaptés. Voilà pour ma partie. Merci Charlotte. Donc en effet, Charlotte a commencé à en parler. Qu'est-ce qu'on pourra faire en sortie de crise pour gérer ce dégoût qui risque d'être un petit peu renforcé, voire avoir généré pour certains du stress, de l'anxiété et peut-être même des formes encore plus extrêmes. En effet, il va falloir attacher encore plus d'importance à la propreté des lieux et des espaces. On sait que dans des espaces d'accueil, c'était déjà le cas. Mais là, ça va être encore plus exacerbé. En effet, je parlais il y a quelques jours avec une de mes tantes qui habite à Paris et qui me dit « Ah là là, quand je cherchais mon pain le matin, finalement, le moment où je me sens le plus en sécurité, c'est que quand je passe devant un Porsche et que le gardien ou la gardienne vient de nettoyer le trottoir et qu'il y a une bonne odeur d'eau de Javel. » Ça prête à rire parce que la bonne odeur d'eau de Javel, en effet, ce n'est pas forcément ce qu'on préfère. Mais au final, dans un moment comme aujourd'hui, si l'odeur de l'eau de Javel devient quelque chose de rassurant. Alors, je ne vous dis pas de baigner à l'eau de Javel tous vos lieux d'accueil, mais voilà, pensez que la propreté des lieux, des espaces va être très importante et que ça passe aussi par l'odeur. Et que l'odorat est un sens qui est très important chez l'humain et qui est un sens qui nous rassure parce que les premières odeurs que l'on sent finalement, c'est les odeurs associées à nos mères et c'est toujours rassurant et finalement, un odorat rassuré fait des gens plus rassurés. Donc, pensez aussi à toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans vos espaces d'accueil. Prévoyez peut-être aussi, et je pense notamment aux offices de tourisme, de mettre finalement moins de documents en libre service. Je le sais, c'est dommage, mais tout ce qui sera en libre service, c'est des choses qui vont pouvoir être touchées par tout le monde. Et je pense que demain, on va vouloir de moins en moins toucher des choses qui ont déjà été touchées par 10 ou 15 personnes. Donc, voilà, la documentation en libre service, c'est peut-être des choses qui, à l'avenir, ou en tout cas au moment où on va sortir de la crise, seront peut-être moins conseillées. Enfin, bien sûr, un nombre maximal de personnes dans l'espace d'accueil, mais bon, ça, on en parlait tout à l'heure sur la peur, ne serait-ce que pour respecter les distances de sécurité, il y aura forcément un nombre maximal de personnes dans vos espaces qui risque d'être assez réduit parfois. Et puis, voilà, on va sûrement aussi prendre de nouvelles habitudes et dès qu'on sera un petit peu enrhumé, on prendra peut-être plus l'habitude de porter des masques, qui étaient des choses pas du tout développées
chez nous, mais que peut-être on va mettre en place. En tout cas, pensez aussi qu'au-delà des touristes que vous allez recevoir, il va aussi falloir vous rassurer, rassurer tous les collaborateurs qui peuvent travailler dans les espaces. Donc, en effet, ça fait beaucoup de personnes avec des fonctions différentes aussi. Mais voilà, pensez que les premières personnes qu'il va falloir rassurer sont les personnes qui seront à l'accueil, puisqu'elles vont rencontrer beaucoup de monde, et que ce sera à elles de rassurer les touristes et les personnes qu'elles accueilleront. Donc, en effet, rassurer les collaborateurs sera quelque chose de particulièrement important. Donc, ça passera probablement par de l'achat de matériel, la mise en place de process, etc., etc. Je vous propose qu'on passe maintenant à la tristesse, qui risque aussi d'être une émotion exacerbée en sortie de crise, peut-être plus pendant la crise, puisque c'est l'émotion de la perte, du manque, de la déception. C'est probablement une émotion qui est fortement vécue en ce moment par beaucoup d'entre nous. Voilà, déclenchée par une perte ou une déception. Aujourd'hui, il y a sûrement plein de potentiels touristes dans le monde qui sont assez déçus de ne pas avoir vu Paris s'ils avaient prévu de le faire en début d'année, qui sont probablement déçus pour d'autres de se dire qu'ils ne le verront peut-être pas avant quelque temps. Donc voilà, c'est des émotions, c'est une émotion compliquée, la tristesse. C'est peut-être une émotion aujourd'hui qu'il faudra gérer un peu à distance aussi. Un certain nombre de sites ont commencé à mettre en place des visites virtuelles, etc. pour qu'on sourit aussi en voyant Paris de loin. Les comportements réflexes, ça peut être un repli sur soi. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément le plus compliqué de se replier sur soi. Les pleurs, bien sûr, quand les tristesses sont plus ou moins importantes et en fonction de la manière dont chacun vit et exprime ses émotions. Le message passé par l'émotion, ça se répète beaucoup, mais c'est vraiment la perte de quelque chose, une déception, une séparation. Et le besoin à satisfaire, ça va être d'être réconforté ou d'avoir en face une action significative qui va montrer que l'on prend en compte cette tristesse, que l'on prend en compte cette déception, ce manque, et que l'on fait quelque chose de significatif pour y répondre. En effet, un certain nombre de sites ont mis en place des visites à distance, beaucoup plus de contenu que l'on peut trouver sur Internet. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense, sur la tristesse, des choses à faire à distance dès maintenant pour les touristes. Maxime, je ne sais pas si tu veux intervenir maintenant ou tout à l'heure. Oui, je peux intervenir tout de suite. Donc voilà, la tristesse chez les personnes à besoins spécifiques, elle va souvent intervenir en amont de la visite, que ce soit de votre hôtel, de votre musée. Ça va être via la prise d'information. En fait, la déception va être donnée via l'information donnée en amont sur l'offre accessible. Et si cette même information à la fin n'est plus si l'information donnée en amont sur le terrain, elle n'existe pas, elle n'est pas ce qu'elle est, ça va générer du coup une déception et une tristesse. Donc, il y a donc donc une fois que cette information, si l'information donnée, elle est ce qu'elle est sur le terrain et elle est vérifiée, il faut aussi permettre une autonomie du visiteur pour éviter cette tristesse, cette déception, pour pas qu'il ne se sente mis à l'écart ou du moins pointé du doigt. Il faut permettre une autonomie. Et au même degré que la colère, cette tristesse, elle pourrait intervenir dans des situations où les outils de médiation ne pourraient pas être disponibles ou ne fonctionneraient pas. Donc là, ce sera à vous de vous assurer, peut-être chaque matin, que votre matériel mis à disposition fonctionne et que les outils de médiation sont disponibles. Mais contrairement à la colère, et on va le voir, la tristesse, c'est un sentiment qui est encore plus difficile à gérer et donc il faudra au mieux anticiper.
On le verra, ça Gwen en parlera sûrement après, sur la gestion justement de ces émotions. Mais la tristesse, ça va être un sentiment qui va être beaucoup plus compliqué à gérer sur place. Et donc, il faut être dans l'anticipation. Et c'est pour ça que j'en parlais. Il faut être beaucoup dans donner de l'information en amont pour pouvoir rassurer au maximum le visiteur et pour pouvoir lui donner l'assurance qu'il aura accès à tous les services qu'il faut lors de sa visite. Voilà. Je n'ai pas réactivé mon micro, excusez-moi. En effet, une émotion assez compliquée à gérer, la tristesse. C'est quelque chose qui peut être vécu, en effet, en plus, avant, pendant, après l'acte d'accueil. Donc, c'est vrai que la tristesse, c'est quelque chose d'assez complexe. Maxime le disait, il faut aussi l'anticiper, c'est-à-dire ne pas décevoir les personnes en leur apportant une information qui va s'avérer fausse, incomplète ou qui va changer une fois arrivé sur le terrain. Si on annonce demain qu'un musée est ouvert, faut vraiment être sûr qu'il soit ouvert. Si on annonce que telle ou telle sortie sera possible, que ce soit demain pour cause de coronavirus ou tous les jours que ce sera possible et faisable même si on est en fauteuil roulant, il faut qu'arriver sur place, ce soit possible. Sinon, la personne, elle va vivre une déception immense et donc une grande tristesse. Aujourd'hui, on est aussi tous un peu tristes parce qu'on est souvent un peu seul chez soi finalement ou en tout petit comité parce que l'humain est quand même un animal social. Donc, c'est vrai que le fait de voir peu de monde est assez compliqué à gérer. Et donc, demain, au moment où on va réouvrir, il faut aussi faire peut-être quelque chose d'important pour enfin relancer un petit peu la machine d'un point de vue plus positif et plus heureux, plus joyeux pour vous, pour vos touristes, mais aussi et surtout pour vos collaborateurs qui vivent aujourd'hui aussi des moments compliqués. Certains sont, comme nous, ont la chance de pouvoir être en télétravail, d'autres se retrouvent au chômage partiel, c'est moins facile à vivre. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut vivre une tristesse plus ou moins intense. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au moment où vous allez réouvrir, proposer quelque chose, que ce soit un événementiel ou juste un tout petit quelque chose de réouverture à destination tant de vos collaborateurs que des touristes, ça peut être quelque chose qui va donner un nouveau souffle à tout le monde au moment où on réouvre. C'est aussi le moment de réenchanter son offre, de la montrer de façon différente. Et puis surtout, on en parlait il y a quelques temps avec Charlotte, réussir à occuper les esprits pour ne pas laisser de place à la tristesse, parce que finalement, plus on va laisser la place à la tristesse pour s'exprimer, et plus on va la vivre. Et on le voyait au début, c'est un cercle vicieux. Plus je suis triste, plus potentiellement je pleure. Et plus je pleure, plus je suis triste. Et après, on ne s'en sort plus. Donc, pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux, il faut aussi occuper les esprits avec autre chose. Et proposer d'autres choses qui vont faire que toutes ces émotions qui peuvent être vues comme négatives n'auront plus la place de s'exprimer avec autant de force. Je vous propose qu'on passe maintenant à la colère, qui risque aussi d'être une émotion fortement vécue en sortie de crise. C'est une réaction de protection face à un obstacle ou à un sentiment d'injustice. La colère, à la base, elle nous protège. Généralement, on est en colère contre quelque chose qui pourrait nous faire du mal physiquement ou mentalement. Un obstacle, une injustice. Les comportements réflexes, la colère, on l'a vu, quand on a peur, parfois on s'enfuit. Quand on est en colère, c'est rare qu'on s'enfuit. Généralement, on attaque, on est un peu agressif, on peut se mettre à crier, etc. Il est rare que quelqu'un en colère s'enfuit.
C'est une des façons de la gérer, on le verra, hein, de gérer la colère, de dire « Ok, stop, temps mort, chacun retourne dans son coin pendant 20 minutes, le temps que les esprits se calment, et puis on repart du bon pied ». À savoir qu'en général, en effet, 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que les émotions se calment et pour qu'on revienne à quelque chose de plus sympathique dans les échanges, en tout cas de moins dominé par les émotions. Le message que fait passer la colère, c'est qu'il y a eu une interférence, du coup un obstacle, quelque chose d'injuste, ou que des valeurs ont été bafouées. Et donc on a besoin de réparer ce préjudice, ou à minima, au moins que les personnes nous écoutent et reconnaissent le préjudice vécu. Donc, la colère, c'est une émotion qui peut s'exprimer violemment, hein, on l'a vu. Y répondre par la violence, ce n'est pas vraiment la manière de la gérer. On verra tout à l'heure, en effet, qu'en sortie de crise, ça peut être une émotion fortement vécue, notamment par vos partenaires, vos prestataires, etc. Et qu'en effet, il va falloir être en mesure d'y répondre. Charlotte, tu voulais peut-être parler? Je vais rebondir sur la colère. Merci Gwen. Donc la colère, elle précède la déception, la tristesse. C'est d'ailleurs ces émotions qui font partie des étapes du deuil, hein, je tenais à préciser. Donc la colère, elle intervient face à un obstacle, tu l'as dit tout à l'heure Gwen, et les obstacles font partie du quotidien, hein, des personnes en situation de handicap. Donc vos efforts, aussi minimes qu'ils soient, ils seront systématiquement reconnus par ces personnes et ils seront très très souvent remerciés, hein, in fine. Ce sera vraiment, vraiment valorisé. Donc afin d'éviter, voire atténuer cette colère, nos visiteurs ils vont redoubler d'énergie lorsqu'il s'agit d'anticiper ces obstacles. Donc pour cela, les personnes en situation de handicap vont consacrer énormément de temps à l'étape de planification, à la recherche d'informations en amont du séjour. Donc tous les professionnels qui ne feront pas l'effort de communiquer et d'être transparents sur leur degré d'accessibilité vont fermer définitivement la porte aux personnes en situation de handicap qui vont préférer exclure votre offre au profit d'une autre. Donc, par ailleurs, on imagine assez facilement que ce phénomène de sélection naturelle pourrait bien s'appliquer demain pour les professionnels qui n'auront pas développé, appliqué, voire communiqué sur leurs normes sanitaires qui viendront rassurer l'ensemble des visiteurs. Donc, le seul moyen vraiment de désamorcer cette colère, c'est de faire preuve d'empathie, de compréhension et de reconnaissance. Voilà. Donc, Gwen, tu peux reprendre la... Merci Charlotte. Merci. Donc en effet, la colère, la colère, Charlotte le disait, c'est un sentiment vécu quasi quotidiennement par les personnes qui sont en situation de handicap, parce qu'elles se retrouvent face à des obstacles tous les jours finalement. Demain, vous allez vous retrouver aussi face à un certain nombre de personnes qui vont être en colère parce qu'elles auront le sentiment d'avoir vécu une injustice ou, si je prends le cas des offices de tourisme, parce qu'un certain nombre des professionnels de votre destination vont avoir perdu peut-être beaucoup de chiffres d'affaires, vont se retrouver dans des difficultés économiques qui vont en effet les mettre en colère. Donc, comment gérer tout ça demain ? La première chose avec la colère, c'est d'essayer de comprendre son origine. Pourquoi la personne est en colère ? Elle n'a pas pu voir ou faire quelque chose qu'elle rêvait de faire. Elle n'a pas compris les nouvelles mesures de sécurité ou ça la met en difficulté parce que la crise lui a déjà fait perdre beaucoup de chiffres d'affaires ou beaucoup de clientèle. Charlotte parlait d'empathie, en effet, il faut compatir à l'injustice vécue, reconnaître l'existence d'un préjudice quand il y en a eu un ou d'une injustice, mais malgré tout, il faut quand même toujours garder une distance émotionnelle. La colère, elle n'est pas contre vous, elle ne vous est pas destinée.
c'est potentiellement ce que vous représentez qui sera visé. Si vous représentez une forme d'autorité, vous pouvez être visé pour cela, mais ce n'est pas contre vous. Donc, il faut toujours garder ses distances avec une personne qui vit une colère intense. L'idée quand même demain, c'est de se dire soyez le plus informé possible et ayez le maximum d'informations sur la situation. Je sais, ce n'est pas forcément toujours évident. Il y a aussi des informations contradictoires, donc il faut aussi faire attention à l'information qu'on transmet. Mais plus vous serez informé, plus vous aurez des capacités de répondre à la colère. Soyez prêts à passer le relais aux organismes concernés. Ce n'est pas à vous de faire le travail d'organismes qui seront concernés par les situations économiques complexes, etc. Vraiment, passez le relais. Donc, ayez bien l'information, sachez à qui transmettre, mais ne faites pas, vous, ce travail. Et là, ça ne sert à rien non plus de se mettre en première ligne tout le temps face à la colère. Vous l'aurez aussi dans d'autres cas, vous serez en première ligne et ce sera assez complexe à gérer comme ça. Donc, Maxime parlait tout à l'heure aussi d'anticipation sur les questions de tristesse. Charlotte en reparlait sur la colère. En effet, anticipez, ayez prévu des outils d'information, des réponses pour différents types de cas que vous savez que vous aurez forcément, de la perte de chiffre d'affaires, de l'incompréhension face aux mesures. Soyez informés, soyez prêts à transmettre l'information, mais soyez prêts aussi à passer le dossier à un autre organisme, si c'est un autre organisme qui est concerné. Si je peux me permettre, Gwen, je trouve que c'est très très important ce que tu dis. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est tous humains, qu'on a aussi une limite, hein, et que la gestion de certaines émotions chez certaines personnes peut être très difficile. On peut être soi-même affaibli à un instant T pour des raisons très personnelles. Donc, passer la main, je trouve que c'est très important. Dans un premier temps, même à un de vos collègues. Ça peut être aussi une façon pour vous, peut-être de reprendre le dessus aussi sur vos émotions si vous avez eu du mal à gérer cette personne, pour ensuite y revenir un peu plus posément. Donc, passer la main à un collègue éventuellement, puis à un autre organisme vraiment si ce n'est pas de votre fait, de votre ressort. Voilà, je trouve que c'est très important. Ne vous jugez pas vous-même. Encore une fois, voilà, on est des êtres humains et on a aussi tous nos limites. Merci Charlotte. Encore 2 émotions. Alors la prochaine est un peu plus, on va dire, sympathique, même si on le verra, les émotions ne sont intrinsèquement ni positives ni négatives, elles sont vécues, c'est juste un ressenti. La surprise, elle justement, elle est intéressante parce qu'elle peut être positive ou négative. Donc, on peut être surpris positivement, on peut être surpris négativement. C'est une émotion de l'inattendu. Ah, je vois quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je suis surprise. Elle est généralement de courte durée, voire très, très courte durée. On ne reste pas surpris très longtemps. Donc, si on est surpris négativement, ça donne place derrière à de la tristesse, de la colère, etc. Si on est surpris joyeusement, heureusement, on peut aussi vivre de la joie après la surprise. Donc, le déclencheur de la surprise, c'est de l'inconnu, de l'imprévu, de l'inattendu. Généralement, le comportement réflexe, c'est le sursaut, qu'il soit physique ou juste mental, mais un petit sursaut. Et le message, c'est « je suis étonnée, je suis stupéfait », si vraiment je suis très, très, très surpris. Et le besoin à satisfaire, c'est d'avoir un peu de temps pour vivre cette surprise et passer à l'émotion suivante. Et potentiellement aussi avoir des explications sur je ne m'y attendais pas, je suis surprise, quelle explication peut-on donner? Et d'être rassuré potentiellement aussi à ce moment-là sur le fait qu'on vit une surprise normale. Tu veux intervenir maintenant, Maxime, ou juste après? Vas-y, juste après, je rebondirai sur ce que tu dis.
Donc, demain, en sortie de crise, la surprise. En effet, l'intérêt, ça va bien sûr être de faire vivre une surprise positive à tous ceux qui reviendront nous voir. Donc, un petit événement de réouverture ou le petit truc qui va se passer tous les jeudis, le premier mois où vous serez réouvert, etc. Voilà. Inventer des offres surprenantes, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Essayez d'éviter, bien sûr, toute surprise négative parce qu'on n'en aura pas besoin. Et puis, n'hésitez pas à vous challenger entre vous aussi. Invitez-vous à surprendre les visiteurs. C'est des défis que certains se lancent aussi parfois. Je vais surprendre un visiteur sur 3 aujourd'hui. C'est sûr que dans les premiers temps, vous n'en aurez peut-être pas beaucoup. Mais vous pouvez surprendre quelqu'un lors d'une conversation téléphonique aussi ou dans une réponse par mail si nécessaire. Voilà, la surprise, on l'a dit, c'est l'inattendu. Donc, la petite chose qui fera plaisir à la fin, le petit lien vers une vidéo, le petit mot auquel on ne s'attend pas forcément. Voilà, il y a plein de manières de surprendre. Éviter le négatif, bien sûr, mais tout le reste, voilà, c'est le moment aussi de le faire et ce sera important en sortie de crise de générer ces surprises heureuses. Voilà, donc là, je vais rebondir sur ce que tu disais, sur proposer un événementiel de réouverture. Donc, inventer des offres surprenantes, mais pensez toujours à inclure justement le handicap à ces événements. Ça veut dire être à jour sur vos référentiels sanitaires, qui seront en plus nouveaux dans la période de déconfinement. Et donc, il s'agit d'organiser votre événement sur ces nouvelles normes sanitaires. Pour ces normes, d'ailleurs, on en parlera peut-être plus spécifiquement lors du webinaire de jeudi sur les besoins, on parlera des besoins de sécurité, des besoins en général. Sur le webinaire, repérer les besoins de visiteurs et adapter sa réponse. Et donc, plus spécifiquement, pour ces personnes à besoins spécifiques, c'est l'accompagnement humain qui va venir désamorcer une fois de plus la mauvaise surprise si elle existe. Si justement votre établissement n'est pas à jour en tout ce qui concerne les questions de handicap, ça sera l'accompagnement humain qui va venir compenser et rassurer derrière ces publics qui pourraient aller au-devant d'une mauvaise surprise. Même pour la bonne surprise, et c'est là où c'est un peu spécifique justement pour ces publics, c'est que il y a quelques publics, et là donc, je parle des personnes qui ont des handicaps psychiques ou mental, qui peuvent être eux aussi dérangés ou gênés même par une surprise qu'on pourrait penser positive, parce que le changement engendre justement ce stress et ce dérangement. Donc, une fois de plus, il s'agira là, avec leurs accompagnants ou soit directement auprès d'eux, de désamorcer cette surprise, ce changement et d'en expliquer les raisons. Voilà. Merci Maxime. Donc, prudence aussi, même sur la surprise positive, puisqu'on le disait, en effet, Charlotte et Maxime ont bien souligné qu'en sortie de crise, il y aurait certainement un certain nombre de comportements des personnes qui se rapprocheraient de ceux de personnes qui souffrent de handicap psychique notamment et qui donc ont des difficultés à gérer leurs émotions et ça risque d'être le cas pour un certain nombre de personnes en sortie de confinement. Pour terminer sur une émotion, on va dire plus heureuse, parmi ces émotions fondamentales, la joie. Vous avez remarqué finalement, c'est la seule des émotions qu'on peut vraiment qualifier d'émotion positive, même si le mot n'est pas bien choisi, mais voilà, c'est l'émotion du bien-être et de la réussite. C'est l'émotion du tout va bien. Le déclencheur, en effet, cette réussite, recherchée ou pas, inespérée ou pas, voilà, mais en tout cas, elle est là, le bien-être, il est là. Donc, c'est l'expression, c'est l'émotion du tout va bien. Elle se manifeste par du rire, du sourire, diverses manifestations de plaisir, de satisfaction, voilà, de bonheur. Et elle fait passer le message du succès et de la satisfaction.
malgré tout, il y a quand même des besoins à satisfaire quand on est heureux, joyeux. Ben, c'est déjà de maintenir ou de renouveler cette situation parce qu'on a envie de le rester. C'est une émotion qui fait du bien à vivre. Et on a besoin de la partager aussi, cette émotion du bien-être. Donc, ça va être quelque chose, je pense, d'important en sortie de crise, de réussir à partager cette joie et ce plaisir de se revoir. Je ne sais pas si tu veux intervenir maintenant, Charlotte, ou juste après. Non, je vais intervenir maintenant. Le partage, notamment concernant les publics qui sont en situation de handicap, on sait que les canaux de communication sont assez restreints. N'empêche que ces publics partagent énormément leur expérience entre eux, donc sur des blogs, sur des sites spécialisés ou tout simplement via du bouche à oreille. Hein. Donc, cette notion de partage, elle est vraiment très, très importante chez eux puisque c'est vraiment leur satisfaction qui va permettre de faire connaître votre offre à leur propre réseau. Et au-delà de leur réseau, hein, il y a aussi quelque chose de très valorisant pour votre établissement, une personne valide. D'ailleurs, peut être prescripteur hein, de votre offre adaptée pour quelqu'un de leur famille, pour des proches, par exemple, qui pourraient avoir besoin d'offres adaptées. Mais c'est quelque chose de valorisant de se dire, ce site-là, il apporte un confort et une qualité d'accueil pour les publics en situation de handicap. Voilà, c'est très, très valorisant humainement, hein, j'entends, d'être qualifié de cette façon-là. Donc, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Gwen, tu parlais de réussite inespérée. Alors, dans le domaine du handicap, il y en a. Inespérée, ça me fait un peu doucement rire. Pourquoi ? Parce que la réussite inespérée, elle est quasiment nulle, hein, notamment quand il s'agit de présenter des équipements ou des outils de médiation adaptés. Ça ne se fait pas par hasard, ce n'est pas dû au hasard. Quand on va proposer des prestations adaptées, il faut les avoir développées en ayant pris en compte les besoins spécifiques de chacun. Cela nécessite de la recherche, des tests d'usagers et beaucoup de temps au final. Donc voilà, la réussite inespérée, elle est... Quand on parle de prestations vraiment adaptées, d'équipements, etc. C'est sûr. Bon. Par contre, hein, en revanche, la réussite inespérée en termes d'accompagnement humain est heureusement largement envisageable. Un geste dit adapté envers les personnes qui ont des besoins spécifiques relève finalement du bon sens. Je prends l'exemple de Flyview, qui est une société de tourisme qui propose notamment de survoler Paris grâce à des simulateurs de vol et à des casques de réalité virtuelle. Donc Flyview a opté pour une personnalisation du service à l'instar de luxueuses compagnies aériennes où l'humain est au cœur du service. Donc leur force, c'est vraiment d'avoir intégré à leur standard d'accueil des critères d'accessibilité universels qui apportent du confort pour les publics en situation de handicap et une qualité d'accueil pour les visiteurs dits valides. Donc ils valorisent les compétences humaines de leurs salariés. Et ce sont d'ailleurs des critères majeurs hein, à l'embauche. Donc voilà. Donc, en effet, je pense que, en revanche, vous pouvez en effet créer de la joie pour ce public à besoins spécifiques, hein, Charlotte en parlait, en leur proposant justement des choses que vous aurez forcément réfléchi avant, mais des choses auxquelles eux ne s'attendent peut-être pas, ou n'attendent peut-être pas autant de performance de votre part, ou autant de compréhension, ou autant d'accompagnement. Et donc, en effet, vous pouvez fortement vous valoriser humainement et leur procurer quand même du bien-être, du plaisir à être venu vous voir, une grande satisfaction par rapport à l'accueil que vous leur réservez. En sortie de crise, la joie, elle sera forcément très importante parce qu'il va falloir la partager, parce qu'il va falloir la revivre fortement et la renouveler le plus possible. Donc, il va falloir partager tout ce qui peut générer du bonheur et de la gaieté, être encore plus chaleureux dans votre accueil, encore plus à l'écoute, proposer quelque chose de spécial pour fêter la réouverture auprès de vos collaborateurs, auprès des visiteurs bien sûr.
Et on l'a souligné plusieurs fois toutes les deux, la joie, c'est une émotion qui se partage. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur la joie des visiteurs qui seront heureux de pouvoir venir ou revenir, et sur celle des collaborateurs qui, je l'espère, seront heureux eux aussi de retrouver finalement leur poste et de retrouver ces touristes. Donc, un grand besoin, je pense, de partage en sortie de crise et de partage de choses heureuses et joyeuses. Donc, la joie sera une émotion importante quand on sortira de ce confinement. Pour finir doucement, comment réagir quand on accueille, puisqu'on se retrouve face à ces 6 émotions plus ou moins intenses vécues de la part des visiteurs, et quel peut être le positionnement en tant que personne qui accueille. Une attitude empathique, c'est revenu plusieurs fois dans nos discours, pour comprendre l'expérience de l'interlocuteur, mais surtout ne pas en subir la pression émotionnelle. L'idée, c'est qu'il ne faut pas non plus se mettre à la place de la personne et vivre tout un champ d'émotions importants qui ne sont pas forcément les vôtres, et puis surtout qui va se répéter à chaque nouvel interlocuteur. Et vivre des émotions comme ça, c'est épuisant à la fin de la journée. C'est aussi une des raisons pour laquelle les métiers d'accueil sont si difficiles finalement. C'est qu'ils sont face à des émotions toute la journée, et c'est difficile de vivre et de subir toute cette pression émotionnelle. Donc, essayez de s'en distancier. Et puis, pourquoi aussi cette attitude empathique? Pour aider votre interlocuteur à exprimer ses émotions, donc que lui-même soit en capacité de se dire: ce que je vis en ce moment, c'est de la colère ou c'est de la tristesse. Et parce que parfois, voilà, vous vous en doutez, la limite, elle est subtile entre est-ce que je suis en colère ou est-ce que je suis triste. C'est pas toujours facile. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que je suis dégoûtée? C'est pas forcément évident à différencier. Et donc, bien connaître le fameux besoin qui est derrière et qui, lui, va nécessiter une réponse de votre part. Et donc, ça va être très important d'être en mesure de faire parler votre interlocuteur pour comprendre, vous et lui aussi, l'émotion qu'il est en train de vivre, pour pouvoir définir ce besoin. Et en effet, on aura l'occasion, là, tous les trois souligné plusieurs fois, de parler des besoins jeudi. Mais ce qui nécessite une réponse, c'est vraiment le besoin. Ce n'est pas l'émotion. L'émotion, elle est finalement l'expression de ce besoin, ce qui va ressortir. Mais ce qui sera au fond de la personne, c'est le besoin. Tout à fait, si je peux me permettre, Gwen. Et puis, ce serait un peu aussi intrusif de demander directement de toute façon à son interlocuteur comment vous sentez-vous. C'est exactement la même chose dans le milieu du handicap. On n'accueille pas un visiteur en leur disant quel est votre handicap. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas, tout simplement. La botte secrète, c'est effectivement, comme tu le dis, de parler des besoins, de faire parler et de leur demander ce dont ils ont besoin pour essayer de leur apporter des réponses et de leur laisser toute l'autonomie dont ils ont besoin sans être aux aguets de leur réaction et leur laisser l'autonomie et sans les infantiliser non plus, à trop les couver. C'est un juste équilibre qui est difficile à trouver. Oui. Mais en effet, derrière un handicap, il y a aussi des besoins, tout comme derrière une émotion vécue plus ou moins intensément, il va y avoir des besoins auxquels il va falloir répondre. Comment adopter cette attitude empathique? En effet, et là je pense que ça rejoindra aussi la manière d'écouter une personne en situation de handicap. Il faut écouter sincèrement pour comprendre, et pour comprendre le besoin, et pas pour répondre. Dans les niveaux d'écoute, on peut écouter pour apporter une réponse, ou on peut écouter pour comprendre. J'imagine que vous le connaissez, c'est souvent l'exemple qui est pris dans les cours de communication. Cette personne qui vient acheter une machine à laver le linge
et où finalement on s'aperçoit que son besoin, ce n'est pas forcément une machine à laver le linge, mais c'est que son linge soit propre. Et donc, y a-t-il d'autres solutions et peut-on apporter d'autres réponses qu'une machine à laver le linge pour que le linge soit propre? Donc là, c'est bien sûr poussé à l'extrême, mais je pense qu'on en a tous entendu parler. Et en effet, la compréhension, c'est aller au-delà d'apporter une simple réponse. Donc, il faut en effet être en capacité de s'intéresser aux propos en écoutant avec attention, de percevoir et de comprendre ce que l'autre ressent et ce qu'il y a derrière ces mots, et être en mesure aussi de faire état de cette relation qu'on va avoir entre la personne qui accueille et ce touriste ou ce visiteur pour créer de la confiance. Et demain, en effet, la confiance va être quelque chose de très important pour pouvoir rassurer et pour pouvoir répondre à toutes ces émotions et à tous ces besoins qui se cachent derrière et qui vont être très différents en fonction des personnes. Pourquoi gérer vous-même vos propres émotions? Ça va être la toute dernière partie, être en capacité de gérer ses émotions. Pourquoi? En effet, on a beaucoup parlé des émotions des visiteurs. Ils ne sont pas les seuls à en vivre. Les personnes qui les accueillent vivent aussi des émotions. Et la façon dont on vit ces émotions vont impacter le comportement. Je vous ai mis là un petit exemple. Par exemple, vous avez un visiteur qui arrive face à vous, qui est très en colère, qui est plutôt agressif. Ça, c'est ce que vous allez vivre comme situation. Et il y a deux façons de réagir. Vous pouvez soit penser, qu'est-ce que je lui ai fait? Et si vous pensez plutôt comme ça, vous risquez fortement de ressentir de la peur et donc de vous mettre sur le recul, en retrait, de subir l'échange avec lui, de subir toute sa colère. Et c'est lui qui va dominer l'échange et sa colère ne va pas retomber. Si vous pensez plutôt, qu'est-ce qui lui arrive? Il va falloir qu'il se calme. Vous vivez surtout de la surprise et vous pouvez l'associer à vous-même de la colère, parce qu'on a aussi tous tendance parfois à réagir à la colère par de la colère, parce qu'on se sent agressé et que l'émotion qu'on vit en réaction à une agression, c'est de la colère. Et donc, vous pouvez aller au conflit, donc il faut se méfier. Ou vous pouvez, au contraire, essayer de comprendre d'où vient sa colère, lui demander ce qui se passe et essayer de la faire retomber. Alors, là, c'est joli sur le schéma, ça ne marche pas toujours comme ça dans la vraie vie. Il faut s'en méfier. Je ne vous dis pas que ça marchera comme ça à chaque fois. Mais en effet, face à chaque visiteur qui arrive avec une émotion qui est en lui, vous allez en vivre vous-même une, et en fonction de votre état d'esprit ou de comment ça s'est passé depuis le matin, est-ce que c'est le 10e visiteur qui arrive pour vous agresser, est-ce que c'est le premier que vous accueillez, est-ce que vous avez vécu des transports compliqués pour arriver sur vos lieux de travail, etc. Vous n'allez pas vivre, vous, les mêmes émotions. Et donc, sachez que vos propres émotions impactent votre comportement. Donc, c'est important d'être en mesure de savoir quelle émotion soi-même on vit. Et vous, sachez que plus on lutte contre ces émotions, plus leur intensité augmente. Donc, se dire je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, généralement, ça ne marche pas. Leur donner libre cours totalement, ça ne les atténue pas non plus. Donc, se mettre vraiment en colère, ça ne va pas forcément fonctionner non plus. Et sachez aussi, et faites-y attention, les émotions sont contagieuses. Et notamment et fortement la peur, la tristesse, la colère. Donc, si vous vous mettez à avoir peur, très très peur, si vous êtes angoissé à l'idée de revenir dans un espace d'accueil, il y a de fortes chances que finalement vos collègues se mettent à avoir peur aussi et que vous vous entraîniez les uns les autres dans un cercle vicieux où tout le monde va avoir de plus en plus peur. La peur, la tristesse, la colère sont particulièrement contagieuses. On le disait tout à l'heure, une vingtaine de minutes généralement, ça permet de reprendre le contrôle sur ses émotions. Les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives.
elles vont être agréables ou désagréables à vivre. Elles s'accompagnent de modifications physiologiques. On l'a vu, généralement, quand on est en colère, on a tendance à avoir la mâchoire qui se crispe, le rouge qui monte aux joues, etc. etc. Mais, on vient de le dire, toute émotion est éphémère. C'est quelque chose qui va finir par s'épuiser naturellement, même la colère. Donc, en effet, prendre le temps, se dire « je me mets en retrait pendant 20 minutes ». Charlotte vous le disait aussi tout à l'heure, je donne la main à un collègue parce que là, je n'arrive plus à gérer et je me mets en retrait le temps de reprendre le contrôle de mes émotions. C'est en effet totalement conseillé et c'est totalement normal. Enfin, les émotions mobilisent de l'énergie pour devenir actif. On l'a vu quand on a vu les 3 cerveaux. Une fois que je suis en sécurité et que mon cerveau reptilien il est tranquille, le cerveau qui gère les émotions, le cerveau limbique, il se met en route et là, il vous fait vivre des émotions et lui, il génère plein d'énergie qui fait que tout le reste de votre cerveau peut travailler, avoir des échanges, parler, vivre et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas non plus nécessaire de ne pas vivre ces émotions, au contraire. Et puis enfin, voilà, les émotions nous aident à comprendre nos besoins psychiques, donc elles sont importantes. Le corps influence aussi le cerveau, on le disait, ça devient un cercle vicieux. Se forcer à sourire aide aussi à ressentir de la joie. Alors, je ne vous dis pas que c'est automatique. Si vous avez un sourire figé, vous allez d'un seul coup vous sentir super heureux. Mais ça aide. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur vos expressions pour vous aider dans la gestion de vos émotions. Et puis, le meilleur moyen finalement de les canaliser, c'est de les verbaliser. Donc, ne leur donnez pas libre cours, mais exprimez-vous. Exprimez ce qui vous met en colère, exprimez ce qui vous rend triste. Dites-le pourquoi vous avez peur et puis surtout, demain, dites pourquoi vous êtes heureux, joyeux et ce dont vous avez envie parce que ça permet de partager et d'en réduire l'intensité quand on les vit trop fortement. Voilà. Et puis, sachez qu'il existe un petit test que je vous ai mis sur le Padlet qui est un test de quotient émotionnel. Alors, c'est un test qui n'a pas vraiment de valeur scientifique, mais qui a quand même été fait par un psychologue américain. C'est 10 questions auxquelles il faut répondre de façon assez spontanée et qui vont permettre de mesurer l'habileté à percevoir et à exprimer les émotions, à les comprendre, à les vivre et puis à les gérer chez soi et chez les autres. Sachez que c'est quelque chose de très évolutif, qu'en fonction de dans quelle situation vous vous mettez au moment où vous répondez aux questions, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat parce qu'on ne vit pas les émotions de la même façon quand on est chez soi que quand on est au travail, que quand on se met dans une situation de vacances heureuses sur une plage au soleil, ce qui ne sera peut-être pas le cas cette année. Mais en effet, on ne vit pas les émotions de la même manière en fonction des situations. Donc, c'est quelque chose qui peut être différent à chaque fois que vous y répondez en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez. Donc, pas de panique si vous le faites en fonction des résultats que vous aurez. Pour terminer, sachez aussi que du coup, sur le petit Padlet dont on vous parlait au tout début de la présentation, on vous a aussi mis, si ça vous amuse et si vous avez envie de continuer à travailler sur ces questions-là, 2 petits exercices et donc le test de quotient émotionnel et bien sûr la présentation qu'on vient de vous faire. Pour conclure, voilà, je vous rappelle donc ce Padlet. Et puis, donc, pas de panique, Anne-Christine nous l'a bien confirmé, elle vous envoie un mail ou cet après-midi ou demain matin sur lequel vous retrouverez, je crois, ça et peut-être quelque chose. Je vous rajouterai le lien, le mot de passe, effectivement, et puis un questionnaire de satisfaction du webinaire. Voilà, et puis avant de vous laisser la parole, nos prochains rendez-vous qu'on vous a déjà donnés, mais c'est fait toujours du bien de les répéter. Donc, jeudi à 10h30, on l'a déjà pas mal introduit avec Maxime et Charlotte. Nouveaux besoins des clients après crise, point d'interrogation. En tout cas, on se posera la question.
et on se posera la question des réponses adaptées que l'on peut apporter. Et puis, jeudi 7 mai, après la crise, comment faire vivre une expérience et créer des bons souvenirs pour nos visiteurs. Et puis, vous avez toujours accès sur notre site professionnel aux e-learning du CRT et au MOOC. Mais je sais que sur ces questions, Anne-Christine vous a aussi déjà envoyé un emailing. Et sinon, de toute façon, en vous connectant sur la rubrique formation, vous trouverez toutes les informations. Exactement. Je pense qu'on peut passer. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à réactiver vos micros pour prendre la parole. On vous a tous perdus. Je vois le micro de Camille. Oui. C'est bon, vous avez une question, Camille? Une réflexion? Non, pas spécialement. J'aurais activé pour échanger si besoin par la suite. Très bien. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que même hormis ce contexte de crise que l'on traverse, c'est la reprise qui va être différente de ce qu'on vivait auparavant. On avait déjà eu ces situations d'émotion en accueil, sur des situations classiques. Donc là, on va avoir une approche totalement différente encore. On va devoir se réadapter. Donc, c'était une super idée, je trouve, cette conférence. Merci beaucoup. D'autres réflexions? Oui, éventuellement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Isabelle. Oui, merci. Oui, moi, je travaille pour le département des Hauts-de-Seine qui a plusieurs équipements. Et effectivement, on n'a pas encore d'instructions sur ce que vont être d'abord les dates de réouverture des institutions. Et ensuite, sur les moyens, s'il y aura des règles spécifiques, est-ce qu'on sera en capacité de distribuer ou pas des masques, du gel hydroalcoolique à l'accueil, tenter que les gens reviennent tout de suite, ce qui est encore une question. Et puis aussi, est-ce qu'il y aura une nécessité de, je ne sais pas, mettre tous les manteaux au vestiaire? J'en sais rien. Mais effectivement, on aura besoin d'avoir des indications là-dessus parce que selon, vous disiez très bien que l'humain peut pallier un certain nombre de défaillances, et évidemment, il y en aura. Mais effectivement, si on peut à un moment ou à un autre avoir des éléments un peu concrets, précis, sur une espèce de cahier des charges sur les questions d'hygiène en particulier, la distanciation. Si je peux me permettre, c'est des éléments, c'est des réponses qu'on essaiera d'apporter jeudi prochain, justement, sur les besoins et les visiteurs. Donc, tout à fait, oui, c'est un sujet qu'on va aborder jeudi. Avec les informations qui sont disponibles aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que les normes sanitaires et des guides de bonne pratique existent aujourd'hui, ils vont être perfectionnés au fil du temps puisque le gouvernement, à mon avis, va sortir encore pas mal de critères concernant les normes sanitaires à observer. Donc, je pense que c'est des informations qu'on aura au compte-gouttes jusqu'à la réouverture totale de l'ensemble des ERP. On abordera cette question jeudi, oui. Alors moi, je ne serai pas disponible jeudi, je ne pourrai pas le suivre en direct, mais je regarderai le replay avec grand intérêt. Oui. Voilà. Et en effet, de toute façon, nous, au fur et à mesure, comme le disait Charlotte, que les informations tombent, on tâchera de continuer à mettre à jour tous nos fichiers d'accompagnement et tout ce qu'on peut faire et de transmettre en tout cas l'information dont on disposera. En effet, voilà, comme vous, aujourd'hui, on attend impatiemment les annonces vis-à-vis des normes sanitaires qui seront mises en place, parce que je pense qu'elles auront un gros impact sur les capacités d'accueil et même sur ce dont on a parlé aujourd'hui, les capacités à faire vivre des émotions. Parce que sourire à quelqu'un derrière un masque, ce n'est pas la même chose que de l'accueillir en souriant directement. Donc, c'est vrai que ça va quand même modifier fortement nos façons de faire. Oui, c'est vrai. J'ai une question. Je suis Cécile Langlois, vous m'entendez? Oui. Donc, de l'Office de tourisme de Bougival.
petit office de tourisme. Et voilà. Et j'ai une question sur fêter la réouverture et réenchanter l'offre. Oui. Oui, comment on peut fêter la réouverture s'il y a plein de barrières sociales, quoi. Bah oui, Voilà. c'est un défi. C'est un défi. C'est vrai que voilà, pour l'instant, c'est pas. En tout cas, c'est une des propositions qu'on faisait aujourd'hui pour essayer de générer à nouveau de la joie parmi les visiteurs. C'est peut-être des questions qu'on se posera en groupe demain, à voir. Est-ce que ce sera intéressant d'avoir un groupe de parole sur ces questions-là avec notamment les offices de tourisme pour voir ce qui est faisable, ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut inventer quelque chose de nouveau pour faire la fête à distance. On a déjà la newsletter qui est un lien avec avec les gens qui nous suivent. Oui, c'est sûr. On fait déjà ça, mais bon, après, c'est sûrement une histoire de moyens aussi. Peut-être, mais peut-être pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent aussi, comme par exemple la réunion qu'on fait aujourd'hui, il peut peut-être y avoir des solutions pour faire des choses à distance qu'on n'a pas encore imaginées. C'est vrai qu'on est dans une situation assez inédite, donc ça nous force aussi à développer des réponses inédites et à faire preuve de beaucoup d'innovation, et donc peut-être des choses dont on n'a pas encore rêvé, qu'il va falloir rêver pour demain, je ne sais pas. Un défi à relever. Voilà, en tout cas, un beau défi. Je me permets de répondre à Valérie qui a laissé un commentaire qui dit « Oh mon Dieu, le sourire derrière le masque va ressembler au sourire par téléphone. Il faudra C'est ça. le voir. » Tout à fait. Hein. C'est d'ailleurs des notions qu'on aborde dans la gestion de l'accueil des personnes qui souffrent d'un handicap, et c'est notamment le cas pour les personnes aveugles, où une des bonnes pratiques qui est de sourire. Hein. Le sourire s'entend au téléphone. Voilà, c'est sans trop exagérer non plus, hein, mais ce sont des comportements qu'on va devoir faire évoluer chez chacun d'entre nous. Et qui ont un véritable effet positif. Hein. Donc voilà, il va falloir réapprendre effectivement à accueillir, à sourire, et puis l'engouement, la joie peut passer autrement. Hein. Il y a le langage non verbal qui fait aussi son effet. Donc des postures ouvertes, les bras ouverts, pas croisés, ce genre de choses. Voilà, hein, c'est des réponses auxquelles qu'on abordera également jeudi prochain, en espérant vous voir tous prêts. Bonjour, Franck Malivoire du Disneyland de Paris. Moi, j'ai la bonne surprise d'avoir découvert votre site hier et les webinaires dans la foulée, donc je suis très content. Et puis d'autant que du coup, je vois des noms qui j'ai échangés par mail rapidement, donc Voilà. c'était l'occasion. J'ai beaucoup aimé votre intervention sur l'accessibilité pour le coup, parce que la partie intelligence émotionnelle, c'est quelque chose que chez nous, on a quand même beaucoup travaillé. En revanche, le focus sur l'accessibilité et puis la reprise de crise avec notamment la peur et tout ce qui va être induit par le virus, effectivement, ça c'est un focus intéressant. Et du coup, non, je voulais partager avec Madame Langlois. En fait, vous parliez des moyens, effectivement. Disney, évidemment, nous, c'est compliqué, comme beaucoup de sites, vu l'ampleur et la taille, ça va être compliqué de réouvrir normalement. En revanche, des moyens très simples, c'est vraiment de générer peut-être ou d'alimenter une communauté qui permet vraiment de faire vivre un peu la chose, l'état d'esprit, et de remettre un peu du fun, effectivement, avec finalement peu de moyens, du Facebook ou d'autres sites ou d'autres réseaux. Effectivement, mais le côté communautaire autour de votre newsletter, peut-être, peut permettre d'alimenter, de redémarrer les choses de façon assez positive et de mettre du lien, en fait, assez facilement et à moindre coût, je pense. Oui, mais on a tout à fait. On a déjà des réseaux sociaux actifs comme Facebook, Instagram, et bon, il faut qu'on développe. Oui. C'est ça, il faut en profiter, développer dessus. Il y a d'autres réseaux en plus qui sont disponibles, mais c'est vrai que nous en interne, on l'a fait aussi bien pour les salariés que pour les clients, en fait, de recréer du lien et d'en développer là-dessus. Le côté festif que vous évoquiez, on essaye de le mettre déjà maintenant pour essayer de garder vraiment des émotions positives, en fait, je crois, tout simplement. Oui. Vous avez aussi la possibilité d'élargir vos publics. Hein. C'est peut-être aussi l'occasion de vous adresser, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à des publics en situation de handicap qui sont vraiment très friands de la communication via des réseaux sociaux.
sont très très présents, notamment les publics qui souffrent de surdité. Voilà, hein, c'est des modes de communication qu'ils utilisent déjà énormément et plus que nous finalement. Donc n'hésitez pas aussi à activer ces moyens de communication chez ces publics à besoins spécifiques. C'est le moment de les toucher aussi, en effet. Oui, c'est peut-être aussi une partie, une moitié de réponse aussi à votre question. Voilà, la réouverture, elle peut se fêter avec de nouvelles offres et pourquoi pas des offres adaptées qui pourront apporter voilà, de l'humain et qui pourront valoriser votre établissement. Merci. En tout cas, sur ces questions-là, Cécile, on reste à votre écoute aussi, bien sûr. Hein, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, on n'est pas joignable par téléphone, malheureusement, mais on reste joignable par mail. Et on peut bien sûr réorganiser des réunions si nécessaire pour échanger sur ces sujets. Hein. On reste d'ailleurs ouvert s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder. C'est des choses, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Hein. Vous pouvez passer par Anne-Christine qui travaille sur ces questions de formation. Anne-Christine et Tania Brun, que j'ai vu dans la liste des personnes présentes, qu'on a vu tout à l'heure aussi, voilà, qui pourront répondre à vos besoins de formation, que ce soit aujourd'hui à distance ou demain en présentiel, quand on pourra à nouveau être dans les mêmes locaux tous ensemble. Oui, mais merci beaucoup. C'était une très bonne présentation en tout cas. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas. Si des questions viennent même un peu plus tard, sentez-vous libre de revenir vers nous par mail, de nous les poser. Voilà, si jamais, je ne sais pas, des éléments nous auraient échappé, je pense qu'on aura aussi la possibilité de rajouter peut-être certaines informations sur le Padlet dont Gwen vous tout à l'heure. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Donc, c'est de nouveau Camille. Oui. Le tourisme de Rambouillet territoire. Tout à l'heure, on parlait des actions sur les réseaux sociaux qui pourraient être sympas d'inventer ou de réinventer. Et je voulais rebondir sur quelque chose où, avec une de nos collègues, on a essayé de se lancer sur l'opération Fenêtre Sûre. Je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous en ont entendu parler. On l'a fait, nous aussi. Voilà, pour partager des photos ou des lieux, des moments qui nous sont chers. Et je trouvais ça assez intéressant déjà de mettre ça en place pour une question de partage et pour essayer de réactiver un peu les autres émotions qu'on n'a pas forcément, comme la joie ou d'autres choses comme ça. C'est ça. Donc, je trouvais ça intéressant de faire ça. Et ça permet aussi un peu de recréer un lien entre les acteurs du tourisme, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, entre les offices, les acteurs du tourisme ou même nos visiteurs qui peuvent être amenés à partager ces photos-là. Donc, c'est un petit événement ou un petit, élément en plus sur les réseaux sociaux qui peut être amené à partager d'autres émotions avec les autres personnes. Donc, je trouve ça intéressant. Si tout le monde fait ça, ça peut être sympa. Ouais. Voilà, autre façon de partager l'émotion. Voilà. C'est une très bonne pratique, effectivement, ouais. Et puis, ça apporte de la proximité avec l'ensemble des acteurs vis-à-vis de cette situation qu'on vit tous. Hein. Oui. Donc, oui, très bonne idée. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? N'hésitez pas. Hein. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous revoir, en tout cas. Voilà. Pour le coup, c'était une joie de prendre contact. Voilà. On espère que vous serez tout aussi nombreux jeudi prochain et jeudi de la semaine prochaine. Christine, tu veux peut-être prendre la main pour conclure? Oui, je suis désolée, j'ai des travaux juste à côté de chez moi. Donc ça doit s'entendre un peu, mais en tout cas, effectivement, on vous remercie pour votre participation et présence ce matin. Pour ceux qui peuvent, effectivement, on se retrouve jeudi.
Le webinaire sera en replay sur notre portail professionnel, je pense à partir de demain. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de revoir des parties spécifiques s'il y a besoin. Et puis, effectivement, que ça soit Charlotte, Maxime, ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager avec vos collaborateurs aussi. Voilà, et vos pros, vos sociopros, si, voilà, c'est en libre accès sur notre portail professionnel. Bon appétit. Et puis bon après-midi à vous et à très bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.